Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Azure Data Architect. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu plusieurs façons de charger des données d'un système vers un autre dans Azure Data Factory. Mais comme vous le savez, un projet data, ce n'est rarement que du chargement de données. Aujourd'hui, nous allons voir les data flows dans Azure Data Factory qui vont vous permettre de transformer et nettoyer vos données pour les rendre plus utilisables. Alors, que sont les data flows dans Azure Data Factory? Les data flows ou mapping data flow dans Data Factory sont des transformations de données conçues de façon graphique, c'est-à-dire qu'ils permettent de développer la logique de transformation de données en utilisant des composants et sans écrit ou en écrivant très peu de code. Il y a à peu près un composant pour la plupart des tâches de transformation qu'on pourrait être amené à faire. C'est d'ailleurs le fonctionnement de la plupart des ETL du marché. Sans plus tarder, nous allons voir comment utiliser concrètement un data flow dans Azure Data Factory. Comme d'habitude, j'ai ici un resource group et dans ce resource group, j'ai un storage account, un Azure SQL et un Data Factory. Dans le storage account, ou plus précisément dans Azure Data Lake, j'ai plusieurs fichiers, dont 3 fichiers de vente pour les années 2015, 2016 et 2017. Ce qu'on va faire, c'est d'utiliser Azure Data Factory pour regrouper ces 3 fichiers, donc pour faire l'union de ces 3 fichiers avant de les charger dans une table Azure SQL. Alors, je vous décris visuellement les transformations que nous allons faire. On va devoir bien sûr se connecter à Azure Data Lake pour charger les fichiers. Ensuite, nous ferons une conversion des types de données, car il y a dans les fichiers sources quelques soucis de format de données. Puis, nous ferons une union des 3 fichiers. Ensuite, nous supprimerons les colonnes non nécessaires. Nous allons également ajouter une colonne calculée, puis finalement, nous allons charger le tout dans une table Azure SQL. Ici, dans Data Factory, j'ai créé 2 link services pour me connecter à Azure Data Lake et à Azure SQL. J'ai aussi créé 2 datasets, l'un pour le fichier CSV et l'autre pour les tables SQL. Dans les 2 cas, j'ai utilisé des paramètres pour rendre les datasets réutilisables. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos si les notions de link service, de dataset ou même de paramètres ne vous parlent pas du tout. Je vais maintenant créer un data flow auquel je vais donner ce nom. Une nouvelle page s'ouvre et je suis maintenant à l'intérieur du data flow. Ici, on voit que je peux ajouter une source de données. Je vais justement ajouter 3 sources de données pour charger nos 3 fichiers des ventes. Maintenant, sur chaque source, je vais ajouter le dataset CSV. Alors, quand je suis en développement, je peux cliquer ici pour démarrer le mode debug. Le mode debug va alors démarrer un cluster Spark qui va me permettre de débugger mon data flow au fur et à mesure. Alors oui, il faut savoir que derrière le data flow, c'est un moteur Spark qui tourne et qui exécute toutes les transformations. Comme vous pouvez le voir ici, c'est uniquement en mode debug, donc en mode développement, que vous aurez besoin de démarrer vous-même cette session Spark. En production, c'est Data Factory qui s'en occupe tout seul pour vous. Ici, on voit que j'ai un TTL d'1 heure. C'est-à-dire que le cluster va s'arrêter au bout d'1 heure s'il n'y a pas d'activité. Alors, je vous le dis, le data flow peut coûter plus ou moins cher dans Data Factory. C'est d'ailleurs le composant qui coûte le plus cher dans Data Factory. Donc, lorsque vous ne l'utilisez pas, il vaut mieux l'arrêter pour optimiser les coûts. Ici, dans Debug Setting, je peux limiter le nombre de lignes à afficher par défaut. On est limité à 1000 lignes par défaut, mais vous pouvez modifier si vous voulez. Si vous vous rappelez, j'ai créé le dataset CSV avec un paramètre pour indiquer le nom de fichier. Donc ici, on va pouvoir indiquer le nom de chaque fichier.
Maintenant, sur chaque source, dans la fenêtre projection, je peux cliquer ici pour importer le schéma des données. Alors, il faut être patient, ça peut des fois prendre quelques secondes. Une fois le schéma chargé, je peux prévisualiser le contenu des fichiers. Je peux voir ici que les colonnes Order Date et Stock Date sont nulles. Alors, c'est dû à un problème de format de données. Si je reviens ici dans Projection, je peux voir que ces deux colonnes sont de type date. Mais ici, le format de date n'est pas spécifié. Et donc, Data Factory n'arrive pas à interpréter les dates. Alors ici, moi, mes dates sont au format mois, jour, année. Donc, je vais sélectionner ce format. Maintenant, si je reviens ici et que je fais un preview, je vais voir que Data Factory arrive à bien interpréter les dates. Et donc, je fais la même chose pour chaque source de données. On voit que dans les ventes 2015 et 2016, j'ai ici la colonne Order Line Item qui est de type booléen. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est censé être un entier. Donc, ici, je vais modifier pour mettre short ou integer. Alors, c'est à peu près la même chose. Maintenant que nous avons les bons types de données sur les trois sources de données, on va maintenant faire une union de tout ça. Et cela va se faire en deux temps. Je vais d'abord faire l'union de Sales 2015 et de Sales 2016. En cliquant ici sur plus, j'ai accès à plusieurs composants que je peux utiliser. Ici, je vais sélectionner le composant Union. Je renomme ici en Union 2016, car comme c'est indiqué ici, l'idée c'est de réunir les tables 2015 et 2016. Alors ici, on peut voir que la première source est bien sûr Sales 2015. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner la deuxième source, donc Sales 2016. Ici, la propriété Union By permet de définir le critère d'union des deux sources de données. Donc vous devez définir si Data Factory doit faire la correspondance en se basant sur les noms de colonnes ou leur position dans les deux sources de données. Ici, dans mon cas, les deux options fonctionnent car mes colonnes ont le même nom et la même position dans les trois fichiers. Je peux ensuite faire l'union du résultat avec le troisième fichier en ajoutant un nouveau composant union ici. Et ici, je vais sélectionner le troisième fichier qui est Sales 2017. À chaque étape, je peux ici cliquer sur Inspect et ce qui me permet de voir l'ensemble des colonnes. Alors, disons que je n'ai pas besoin de la colonne Stock Date dans ma table finale. Donc, je vais la supprimer. Pour cela, je vais utiliser le composant Select auquel je vais donner ce nom. Je pourrais sélectionner plusieurs colonnes et les supprimer ou alors supprimer directement la colonne qui m'intéresse. Avec le composant Select, je peux aussi modifier le nom des colonnes en sortie. Donc si je voulais renommer cette colonne, je pourrais indiquer le nouveau nom ici. Mais bon, je ne vais pas le faire. Je vais maintenant utiliser un composant Derived Column qui, comme son nom l'indique, permet de créer des colonnes dérivées. Donc de modifier le contenu de colonnes déjà existantes ou d'ajouter de nouvelles colonnes. Si je reviens ici sur mon composant Select et que je fais un preview, on peut voir que la colonne Order Date est de type string et surtout que chaque numéro de commande commence par SO. On va dire que je veux supprimer ce préfixe SO pour n'avoir que des chiffres et ensuite convertir le type de données en entier. Je vais donc sur mon composant Derive Colonne sélectionner la colonne Order Number, donc qui existe déjà, mais je vais en modifier le contenu. En cliquant ici sur Expression Builder, j'ai accès à tout un tas de fonctions que je peux utiliser. Alors, il y a des fonctions de date, il y a des fonctions mathématiques, des fonctions de manipulation de chaînes, etc., etc. J'ai aussi accès aux colonnes existantes, donc des colonnes qui viennent de mes trois fichiers. Disons que je vais utiliser une fonction replace pour remplacer SO par rien, donc par du vide. Ce qui me permet dans Order Number de supprimer le préfixe SO.
Ensuite, je vais utiliser une fonction toInteger pour convertir tout ça en entier. Ensuite, on peut voir ici que pour chaque ligne, j'ai la quantité commandée ainsi que le prix unitaire. Mais je n'ai pas le montant total pour la ligne. Donc, toujours sur mon composant colonne dérivée, je vais ajouter ici une nouvelle colonne. Donc, cette colonne va me permettre de calculer le prix unitaire fois la quantité, donc le montant total. Mais on va dire que je veux que le résultat soit de type décimal avec 2 chiffres après la virgule. Je vais donc utiliser la fonction toDécimal. Et ici, on va dire que la précision est de 6 et le scale de 2. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, ça veut dire simplement que je veux coder ce nombre avec au maximum 6 chiffres, dont 2 chiffres après la virgule. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, vous pourrez quand même suivre le reste de la vidéo. Et donc ici, si je reviens et que je fais un preview, je devrais pouvoir voir ma nouvelle colonne. C'est bien le cas, j'ai ma nouvelle colonne et qui est bien au format décimal avec 2 chiffres après la virgule. Alors, j'ai terminé les transformations et je vais maintenant sauvegarder tout ça dans Azure SQL. Et donc, pour cela, je dois mettre ici une destination, donc sync en anglais. Ici, je vais sélectionner le dataset SQL. Puis dans Debug Settings, puis dans Paramètres, je pourrais ici ajouter la valeur du paramètre pTableName. Ici dans Settings, je vais cocher l'option Recreate Table pour permettre de créer la table à l'exécution. Alors faites attention, Recreate Table veut dire que la table sera supprimée et recréée à chaque exécution. Alors si vous ne voulez pas ça, il faut revenir ici et mettre sur None après la première exécution, donc une fois que votre table a été créée. Ici, dans Mapping, je peux décocher la case Auto Mapping. Je vois alors le mapping entre les colonnes en entrée et les colonnes en sortie. Je pourrais aussi modifier le nom des colonnes en sortie si je le voulais, mais ici, je vais laisser le nom par défaut. Tout semble OK, je peux maintenant sauvegarder tout ça. Je vais maintenant créer un nouveau pipeline que je vais appeler Prepare Sales et qui va permettre d'exécuter le data flow. J'ajoute donc ici un composant DataFlow, puis je vais lui donner un nom. Puis dans Settings, je vais rattacher au DataFlow créé précédemment. Le pipeline détecte que mon DataFlow contient des paramètres. Je dois donc renseigner ici ces paramètres. Donc ce sont les noms de nos 3 fichiers. Puis ici de la table SQL que je vais appeler Sales. Alors, les paramètres que je renseigne ici sont liés au pipeline de façon globale. Ce sont les valeurs définitives qui vont aller en production. Tout à l'heure, quand on était ici dans le data flow, j'ai aussi renseigné ces mêmes paramètres. Mais c'était uniquement pour pouvoir débugger mon data flow, donc en développement. Les paramètres qui seront pris en compte à la fin sont ceux qui sont dans le pipeline. Tout est OK, je peux maintenant cliquer ici sur Debug pour exécuter. L'exécution s'est a priori bien passée et donc ici dans Azure Data Studio, en me connectant à ma base de données et en faisant ici un refresh, je peux normalement retrouver ma table, c'est bien le cas, et ici je peux en faisant un clic droit faire un select dessus. Et donc je retrouve mes données de vente qui ont bien été chargées dans la table Sales. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez ce que sont les data flows et comment les utiliser pour préparer vos données dans Azure Data Factory. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Et surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!